La mer. Monde hostile et dangereux. Elle suscite crainte et fantasmes. Il convient d'apaiser les puissances qui la commandent, les dieux et les déesses dans l'Antiquité, Poséidon et Isis, de chercher le secours des saints et de les remercier par des ex-voto. Mais la mer est aussi le domaine de légendes fantastiques, de rites propitiatoires ou de passages solidement ancrés dans les imaginaires collectifs. C'est un monde inconnu, peuplé d'animaux effrayants qui engloutit les hommes. La mer est crainte surtout car elle ne rend pas les corps, ils ne peuvent donc pas recevoir les soins dus aux défunts. On y découvre l'important du sacré, les dieux, les saints, c'est-à-dire le surnaturel. Cependant, la mer est aussi nourricière. Bonjour. Pour William Hop Hudson, 1877 à 1918, c'est la mer elle-même qui est fatale. Elle est une force monstrueuse qui s'empare des corps et des âmes et les métamorphose à son gré. Elle dispose de tout un arsenal fantastique de faux-semblants et recèle une faune et une flore qui ne pardonnent jamais aux navires perdus. Je vous propose aujourd'hui l'écoute de L'Albatros, une nouvelle de William Hop Hudson, parue en juillet 1911. Démons et merveilles, Michael Darjoy. Que le diable l'emporte, hurlai-je avec fureur. Puis je criai au novice qui se trouvait sur la dunette, du côté sous le vent, de m'apporter un épissoir et un bitor d'une certaine longueur. J'étais le premier maître du Scarlark, un 3-mâts, et nous étions au large du cap Horn par une nuit froide et sans le moindre vent. J'étais de quart, de minuit à 4 heures du matin, et 4 coups de cloche, 2 heures, venaient de retentir. Depuis que j'étais sur le pont, un énorme albatros n'arrêtait pas de voler autour du navire. Parfois, il passait même au-dessus du pont, chose que je n'avais jamais vu faire à ce genre de volatile. Le garçon m'ayant apporté l'épissoir et le bitor, j'étalinguai environ 2 brasses de ce dernier, si bien que je disposais d'une sorte de petit harpon très maniable. Ensuite, je montai rapidement en haut du mât d'artimon et m'avançai sur la vergue du volant d'artimon où j'attendis, tenant mon arme improvisée dans une main et l'extrémité du filin dans l'autre. Bientôt, venant de l'avant, dans la nuit silencieuse, j'entendis le cri lugubre du grand oiseau. Squawk, squawk. Et, immédiatement après, un blasphème lancé par la vigie. De toute évidence, l'homme était autant exaspéré que moi par le manège du volatile. Puis, il n'y eut pas un seul bruit durant peut-être 10 minutes. Soudain, je vis quelque chose flotter entre moi et la ligne d'horizon indistincte et s'approcher. Je le perdais de vue un instant, mais immédiatement retentit le squark, fort et sinistre, dans la nuit sur ma gauche. Et je vis passer quelque chose sous la vergue. Je brandis l'épissoir et le lançai de toutes mes forces vers la créature, laissant le cordage se dérouler sur toute sa longueur. Il y eut un bruissement d'ailes, et je sentis une traction sur le filin. L'oiseau cria par 2 fois. Puis,
Une secousse se produisit. Quelque chose se rompit avec un bruit sec et le grand albatros retrouva sa liberté. Je ramenai le filin. Bientôt, je tenais à nouveau l'épissoir dans ma main. Comme je le serrais dans mes doigts, je sentis que quelque chose était pris dans son extrémité, quelque chose ressemblant à un morceau de chiffon. Je le libérai de la pointe, puis je redescendis sur le pont et me dirigeai aussitôt vers la lumière de l'habitacle pour voir de quoi il s'agissait. Au début, je ne vis pas nettement ce que c'était. Aussi, je sortis le fanal de son abri pour avoir une meilleure lumière. Je constatai alors que c'était un morceau de soie rouge qui aurait fort bien pu provenir du corsage déchiré d'une jeune fille. À une extrémité, un vestige de ganse était visible. J'examinai le tissu très attentivement durant quelques instants. Ce fut de cette façon que je trouvai bientôt un long cheveu pris dans le nœud de la ganse. Je le dégageai délicatement et l'étudiai. Ensuite, je l'enroulai autour de mon index. C'était un cheveu de femme, châtain, avec un reflet doré. Qu'est-ce que cela voulait dire? Nous étions au large du cap Horn, l'un des endroits les plus sinistres et abandonnés des océans. Un moment plus tard, je replaçai le fanal dans l'habitacle et recommençai à arpenter le pont de dunette du côté exposé au vent. Pendant tout ce temps, je tournais et retournais cette question dans ma tête. Bientôt, j'étais de nouveau près du fanal pour regarder encore une fois le bout de tissu. Je vis alors qu'il ne pouvait pas avoir été déchiré depuis très longtemps. En effet, il n'était presque pas effilé à l'endroit de la déchirure, et il avait été exposé aux intempéries depuis quelques jours tout au plus. De surcroît, le tissu était neuf et semblait d'excellente qualité. J'étais encore plus perplexe. Bien sûr, un autre voilier pouvait fort bien se trouver à une centaine de milles de nous, et une jeune femme était peut-être à son bord. La fille du capitaine, pourquoi pas? Ils avaient peut-être, continuai-je de raisonner, attrapé cet albatros avec une ligne et fixé ce morceau de tissu sur lui avant de le relâcher et de le laisser partir. Mais c'était hautement improbable, car les marins gardent toujours les albatros qu'ils capturent, car avec les os de ces ailes, ils font des tuyaux de pipe, avec les palmures des bourses, et le poitrail devient un splendide pare-feu. D'autres font grand cas du long bec et de l'extrémité de ces magnifiques ailes. En outre, même si l'oiseau avait été relâché, pourquoi aurait-on déchiré un vêtement de soie neuf alors qu'un morceau de vieux pavillon aurait aussi bien fait l'affaire? Comme on peut le voir, mes idées allaient bon train. Ce morceau de soie et ce long et magnifique cheveu surgissant de la nuit au sein de cette mer désolée et solitaire suscitaient en moi des interrogations encore imprécises. Mais à aucun moment je ne les concrétisai par des mots, et je recommençai à arpenter le pont de l'avant à l'arrière. Bientôt, comme les 8 coups de cloche retentissaient, le second maître vint pour me remplacer. Le lendemain, durant tout le quart, de 8 heures jusqu'à midi, je scrutais l'horizon, à la recherche de l'albatros, mais la mer était déserte. Et bien que ce fût le calme absolu, il n'y avait pas même un pétrel en vue, de tous côtés. Aussi loin que le regard pouvait porter, c'étaient seulement des eaux nues et désolées, éternellement grises. Durant le quart de l'après-midi, je descendis me reposer. Ensuite, au premier petit quart, un peu avant les 3 coups de cloche, je vis un grand albatros planer et glisser contre le gris du ciel à environ 1 mille à l'arrière. Je pris mes jumelles et scrutai le ciel.
Je vis alors l'oiseau, avec netteté. C'était un énorme albatros, aux ailes puissantes, avec un curieux renflement sous la poitrine. Comme je le regardais fixement, une grande excitation s'empara brusquement de moi. Je venais de me rendre compte que le renflement était en fait un paquet de quelque sorte attaché au volatile, et quelque chose volottait depuis ce paquet. Pour le second quart de 2 heures, je demandai à 2 de mes novices de descendre avec moi dans la soute à voile et de m'aider à transporter un vieux filet, une seine avec lequel nous pêchions de temps à autre. Je leur dis que j'avais l'intention d'essayer de capturer le grand albatros cette nuit s'il survolait à nouveau le pont. Ils acceptèrent de m'aider avec joie, presque aussi impatients que moi. Pourtant, cette tâche empiéterait sur leur temps de repos. Lorsque je pris mon quart, de 8 heures du soir à minuit, j'attendis que le vieux soit redescendu pour la nuit. Ensuite, je demandai à mes garçons de fixer des cordages au grand mât et au mât d'artimon, de telle sorte que nous puissions hisser le grand filet à tout moment. Il pendrait ainsi comme un rideau entre les mâts. La nuit était très calme et obscure. Bien qu'il fût difficile de voir quelque chose, il serait aisé d'entendre l'oiseau, même à une grande distance. Pourtant, durant plus d'1 heure après ces préparatifs, il ne se passa absolument rien, et je commençai à croire que nous n'aurions pas de visite. Puis, alors que 4 coups de cloche venaient de sonner, me parvinrent de très loin, par-delà la mer, les cris étrangement solitaires d'un albatros. Squark! Squark! Quelques minutes plus tard, je l'entrevoyais vaguement dans la nuit. Il volait silencieusement et fit plusieurs fois le tour du navire, comme agit ordinairement son espèce. Bientôt, il poussait un squark sonore et s'approchait du bateau pour survoler la poupe. Un instant plus tard, un fort squark retentit dans la nuit, en l'air, suivi d'un battement constant de lourdes ailes. Je criai aux garçons de laisser filer les cordages. L'instant d'après, je dirigeai la lumière du fanal sur le filet recouvrant le pont où s'agitait le volatile dans un grand battement d'ailes. Je criai au novice le plus proche de tenir le fanal, tandis que je dégageais l'albatros des mailles et trouvai le paquet solidement fixé à sa poitrine. Ce paquet était constitué de plusieurs couches de toile huilée d'où s'échappait un ruban de soie rouge identique à celui qui s'était pris dans mon épissoir la nuit précédente. Ouvrant la dernière enveloppe de toile huilée, je trouvai 2 ou 3 feuilles de papier arrachées des pages d'un journal de bord, soigneusement pliées et serrées. Je les dépliai et constatai qu'elles étaient couvertes d'une écriture féminine. Le message avait été écrit à la hâte. Et voici ce que je lus. Ceci a été écrit à bord de l'Unicorne, navire naufragé le 21e jour de mars de l'année 1904. Notre navire a été abordé par un vapeur inconnu il y a 10 jours. Je suis seul à bord, vivant dans la cabine des cartes. J'ai suffisamment de nourriture et d'eau pour tenir une bonne semaine encore si je fais très attention. Apparemment, le pont flotte à peine au-dessus de l'eau, et toutes les fois que la mer est un peu houleuse, le navire embarque les lames. Lorsque j'aurai fini d'écrire ce message, je l'attacherai au cou d'un albatros. Le capitaine avait tiré sur lui la veille de notre abordage, blessant à l'aile la pauvre bête. Je l'ai traité de brute sans cœur. Je le regrette à présent, car il est mort, noyé, comme tous ceux qui se trouvaient à bord. C'était un homme courageux. Les marins s'entassaient dans les canots de sauvetage. Il est intervenu, les menaçant de son revolver et essayant de les arrêter. Il a dit que personne ne quitterait le navire tant que je ne serais pas en sûreté dans l'un des canots.
Il a tué 2 marins, mais les autres l'ont jeté à la mer. Ils étaient fous de peur. Ils ont embarqué à bord des canots et se sont éloignés. Ma domestique est partie avec eux. Mais la mer était déchaînée et je les ai vus se retourner et couler, à peu de distance du navire. Depuis lors, je suis resté seul, à l'exception de l'albatros. Je l'ai soigné. À présent, il semble capable de voler. Je prie Dieu pour que quelqu'un trouve ce message avant qu'il soit trop tard. Si c'est le cas, venez vite pour sauver une jeune fille d'une mort horrible et solitaire. La position du navire est consignée dans le journal de bord, là, dans la chambre des cartes. Aussi, je vous la donne. Comme cela, vous saurez où me chercher. La voici. Latitude 62° 7' sud et longitude 67° 10' J'ai lancé à la mer d'autres messages, glissés dans des bouteilles, mais je place tous mes espoirs dans celui-ci. Je vais fixer au paquet un morceau de tissu rouge. Ainsi, celui qui verra mon albatros comprendra que quelque chose est attaché à son cou et essaiera de le capturer. Venez, venez aussi vite que vous le pourrez. Je suis cerné par des rats, en effroyable quantité. Je suppose que l'eau les a chassés de la cale et de leur cachette. À présent, ils sont tous sur le pont. Souvenez-vous, la nourriture dont je dispose ne durera pas plus d'une semaine, et je suis toute seule. Mais je me montrerai courageuse. Seulement, partez tout de suite à ma recherche. Le vent a constamment soufflé du nord depuis la nuit où les canots ont coulé. La mer est très calme maintenant. J'espère que ces indications faciliteront vos recherches, car le vent a certainement fait dériver le navire. Ne m'abandonnez pas. Souvenez-vous que j'attends. J'attends. Et j'essaie de ne pas perdre courage. Marie, Doris Ward. On peut imaginer mes sentiments une fois que j'eus achevé la lecture de ce message. Ce jour-là, notre position était 58° sud et 67° 30' ouest. Ainsi, nous nous trouvions à 250 milles au moins au nord de l'emplacement de l'épave, 18 jours plus tôt. En effet, nous étions aujourd'hui le 29 mars. Là-bas, au sud, quelque part au milieu de l'océan, une jeune fille était en train de mourir de faim, seule et abandonnée de tous. Et il n'y avait pas le moindre signe de vent. Un peu plus tard, je dis aux 2 garçons de retirer le filet, puis d'emmener l'albatros sur le pont principal et de l'attacher à une bague d'amarrage. Ensuite, j'arpentai la poupe quelques instants et me décidai finalement à descendre pour réveiller le vieux et lui exposer l'affaire. Lorsqu'il eut entendu ce que j'avais à lui dire, il enfila rapidement ses vêtements et se rendit au carré où il lut la lettre 2 fois avec beaucoup d'attention. Puis, il jeta un coup d'œil au baromètre et monta avec moi sur le pont pour regarder le temps qu'il faisait. Mais il n'y avait toujours pas le moindre souffle de vent. Durant tout le reste du quart, il arpenta le pont avec moi, discutant de cette histoire, et alla plusieurs fois vers l'habitacle pour relire la lettre. À un moment, je lui suggérai de mettre à la mer un canot de sauvetage. Celui-ci essaierait de se diriger vers le sud et le navire le rejoindrait dès que le vent se serait levé. Mais bien sûr, il refusa d'en entendre davantage, avec raison, car non seulement nous aurions risqué la vie des occupants de ce canot, mais nous mettrions également le navire en danger en le laissant à court d'équipage. Aussi, la seule chose que nous pouvions faire était de prier le ciel pour qu'il fît du vent. En bas, du pont principal, me parvenait à présent le murmure de voix. Je compris que les hommes avaient appris la nouvelle et en discutaient entre eux, mais nous ne pouvions faire autre chose. À minuit, lorsque le second maître vint pour me remplacer, il avait déjà appris l'histoire par le novice qui l'avait réveillé. Lorsque je descendis finalement,
Le capitaine et lui étaient toujours en train d'en discuter. À 4 heures, lorsqu'on me réveilla, je m'informai aussitôt du vent, mais la situation n'avait pas changé. En montant sur la dunette, je pus me rendre compte que le temps était toujours aussi calme et mort. Toute la journée nous attendîmes le vent, mais celui-ci ne vint pas. Finalement, une délégation de marins se présenta à l'arrière, sollicitant du capitaine la permission d'armer l'un des canots et de le mettre à la mer. Ils étaient volontaires pour former une expédition de secours. Mais le capitaine rejeta cette proposition en termes mesurés, prenant même la peine de signaler l'inutilité autant que les risques énormes d'une telle entreprise. Car si l'épave n'avait pas coulé, elle avait pu dériver assez loin pour qu'il soit impossible de la retrouver, même après des semaines de recherche au sein de ces eaux immenses et inconnues, vers le sud. Toute la journée, il n'y eut pas le moindre souffle de vent, et toute la journée, les hommes parlèrent uniquement des chances de sauver cette jeune fille. Lorsque la nuit tomba finalement, à peine la moitié des hommes descendit pour prendre du repos. Ils continuèrent d'arpenter le pont, guettant un changement dans le temps et espérant la venue du vent. Au matin, c'était toujours le calme plat. À la fin, je demandai au capitaine l'autorisation de prendre la yole, qui était une embarcation légère et très maniable, et de faire cette tentative seul. Je dis que, si jamais j'échouais, et que le canot était perdu, sa valeur serait amplement couverte par la paie qui m'était due. Mais le vieux rejeta cette nouvelle proposition, tout simplement, et ajouta avec bienveillance que ce serait de la folie. Je compris qu'il était inutile de chercher à le convaincre, car ses paroles étaient parfaitement sensées, mais, en même temps, j'étais déterminé à tenter ma chance si le vent ne s'était pas levé dans la soirée, car je n'arrivais pas à ôter de mon esprit la pensée de cette jeune fille inconnue, seule et abandonnée de tous, et ce qu'elle avait écrit au sujet des rats m'obsédait tout particulièrement. Cette nuit-là, une fois le capitaine descendu dans sa cabine, j'eus une conversation avec le steward. Ensuite, je donnai l'ordre de mettre à la mer la petite yole dans le plus grand silence. Je chargeai à bord le plus de provisions possible, ajoutant une bouteille de brandy et une autre de rhum. Le second maître l'équipa d'un compas et d'un fanal provenant de l'un des canaux de sauvetage, veilla à ce que les tonnelets d'eau potable soient remplis et vérifia le bon fonctionnement de l'équipement. Je portai également à bord mon ciré, des couvertures et une toile à voile, mon sextant et mon chronomètre, ainsi que des cartes. Au dernier moment, je me souvins de mon fusil de chasse et courus le prendre dans ma cabine. J'emportai également une grande quantité de cartouches. Inutile de dire qu'elles me seraient sans doute très utiles. Je serrai la main du second maître à mon retour et descendis dans le canot. « Nous nous rejoindrons dès que le vent se sera levé, » dit-il à voix basse. « Bonne chance. » Je hochai la tête et lui mentionnai 2 ou 3 détails nécessitant une attention particulière sur la bonne marche du navire. Puis je larguai l'amarre et poussai au large. Comme je m'écartais du flanc du bateau, des encouragements étouffés me parvinrent, ainsi que des chuchotements rauques. « Bonne chance, monsieur, bonne chance !» La lampe dans le petit habitacle était allumée, et je tournai son chapeau de manière à voir le compas tout en ramant. Ensuite, je me mis au travail et commençai à ramer. Bientôt, le navire avait disparu à ma vue, englouti par la nuit, même si, durant un long moment, parvinrent jusqu'à moi, par-delà les eaux, le bruissement et le claquement d'une voile lorsqu'une lame occasionnelle et vitreuse soulevait le bâtiment. Mais, après cela, je continuai de ramer dans un silence éternel, me dirigeant vers le sud. À 2 reprises au cours de la nuit, j'arrêtai de souquer pour manger et boire, puis
je repris mes forces de ce coup d'aviron souple et régulier qui me permettrait d'avancer heure après heure. Au matin, je regardais tout autour de moi, mais le Scar Lake avait disparu sous l'horizon à l'arrière. Le monde entier semblait abandonné. C'était une sensation absolument extraordinaire et très déprimante. Je pris mon petit déjeuner très tôt et continuai de ramer. Plus tard, je calculai ma longitude. À midi, je calculai ma latitude et constatai que j'avais parcouru presque 50 milles vers le sud. Toute la journée, je ramais à un rythme constant, m'arrêtant seulement pour manger et boire à intervalles réguliers. Cette nuit-là, je dormis 6 heures, de minuit jusqu'à 6 heures du matin. Lorsque je me réveillais, c'était toujours le même calme immuable. Durant 4 jours et 4 nuits, je naviguais de cette façon. Le 4e jour, je ramais régulièrement, m'arrêtant toutes les demi-heures pour scruter l'horizon, mais j'apercevais toujours et uniquement la solitude grise de la mer. Cette nuit-là, je laissais dériver le canot, car j'avais atteint à présent la position de l'épave indiquée par la jeune fille, et continuais vers le sud. Je n'osais ramer dans l'obscurité de peur de passer à côté du bâtiment sans le voir. J'utilisai une partie de la nuit à faire des calculs, puis dormis longuement et sereinement. Je fus réveillé à l'aube par le clapotis de l'eau contre le canot et constatai qu'une légère brise s'était levée de l'ouest. Cela me réconforta énormément. Je savais que le Skylark serait à présent en mesure de me rejoindre, à la condition que ce vent ne soit pas simplement une brise locale. En tout cas, je n'avais plus besoin de ramer, car j'avais à bord un mât et une voile. Je fixai le mât dans son emplanture et hissai la voile à bourser, puis je mis en place le gouvernail et m'assis pour me reposer et diriger le canot. Ma gratitude était au-delà des mots, car mes mains étaient à vif, avec des cloques éclatées, et tout mon corps me faisait cruellement souffrir par suite de mes efforts soutenus et épuisants, tandis que je ramais. Toute la journée, je me dirigeais vers le sud, l'œil aux aguets, mais absolument rien ne s'offrit à mon regard. Bientôt, un profond découragement commença à m'envahir. Pourtant, j'espérais toujours. Cette nuit-là, je procédai à de nouveaux calculs. En conséquence, le matin suivant, dès que j'eus hissé la voile, en effet, j'avais laissé dériver le canot toute la nuit, je modifiai ma route de quelques degrés à l'est. À midi, je calculai que je me trouvais à 127 milles au sud et à 46 milles à l'est de la dernière position connue de l'Unicorne. Si je n'apercevais rien au cours de l'après-midi, je devais virer de bord le lendemain vers le nord, m'écartant de quelques milles à l'est de la direction que j'avais suivie jusqu'alors. Je continuai jusqu'à l'approche du crépuscule. Ensuite, après avoir longuement scruté l'horizon, j'affalai la voile pour la nuit et laissai dériver mon embarcation comme je l'avais fait les nuits précédentes. Je me sentais très découragé et commençais à me rendre plus parfaitement compte de ma propre situation, à plus de 400 milles du Scar Lake, dans une zone de tempêtes violentes et fréquentes, dans des eaux où aucun navire ne s'aventure jamais. Je réussis à surmonter ce découragement et trouvai finalement le sommeil, bien qu'emmitouflé dans mes couvertures, car il faisait un froid de loup, même si la mer était calme. Un peu après minuit, quelque chose me réveilla. Je me redressai dans les ténèbres, regardant autour de moi et écoutant attentivement. Je n'arrivais pas à me représenter ce qui m'avait tiré de mon sommeil, mais j'étais certain d'avoir entendu quelque chose. Pourtant, aucun bruit ne troublait la nuit,
à l'exception du léger bruissement du vent et du clapotis de l'eau contre le canot. Et puis, brusquement, alors que j'étais assis et tendais l'oreille, me parvint au-dessus des flots, en direction du sud, la plainte lugubre et funèbre d'une corne de brume. Je me levai d'un bond et me défis de toutes mes couvertures, les jetant au fond du canot. Je me dirigeai vers la corne de brume. Environ 10 minutes plus tard, j'aperçus, se détachant sur le ciel, la mâture d'un grand 4-mâts. J'affalai la voile et amarrai les avirons. Comme je ramais vers le navire, le gémissement de la corne se brisa dans la nuit sur un grondement sourd provenant de l'arrière du bâtiment. Je nageai acculé et remarquai, tout en effectuant la manœuvre, que le navire ne se dressait pas à plus de 3 ou 4 pieds au-dessus du niveau de la mer. Puis, comme j'arrivais en face de l'endroit où la corne de brume semblait se trouver, je distinguai vaguement le pont et compris que je me trouvais à la hauteur de la dunette. Je laissai reposer mes rames. « Miss Doris Ward !» criai-je. « Miss Doris Ward !» La corne de brume lança un bref et vain appel. Immédiatement après, une voix de jeune fille appela, d'une façon singulière et terrifiée, le souffle court. « Qui est là? Qui est là? Tout va bien ?» lui répondis-je en criant. « Nous avons trouvé votre message. Je suis le second du Skylark, le navire qui a trouvé le message. Je vais monter à bord. » La réponse me stupéfia. « Non, 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 ne venez surtout pas. » lança la voix en retour, stridente et angoissée. « Gardez votre bateau à distance. N'approchez pas. Il y a des milliers de rats. » La voix s'interrompit brusquement, et une détonation, un coup de pistolet, retentit dans les ténèbres. Aussitôt, je laissai filer l'amarre et, saisissant mon fusil, sautai à bord de l'épave. Un instant plus tard, la voix de la jeune fille s'élevait à nouveau. « Je vais très bien. Ne montez pas à bord, quoi que vous fassiez, à cause des rats. Attendez le jour. » Au même moment, je pris conscience d'un bruit le long de la poupe. On aurait dit le son étayé de nombreuses scies à l'ouvrage. Je fis quelques pas vers l'arrière, tâtonnant dans l'obscurité, et m'aperçus soudain qu'une légère et étrange odeur imprégnait la nuit tout autour de moi. Je m'arrêtai et essayai de percer les ténèbres. « Où êtes-vous » criai-je. Puis, je distinguai la forme sombre de la cabine des cartes se découpant vaguement dans l'obscurité. Je fis un pas en avant et trébuchai maladroitement sur une bague d'amarrage du pont. « Où êtes-vous » criai-je à nouveau. « Je suis monté à bord. »« Repartez, repartez vite, je vous en supplie » m'implora aussitôt la voix suraiguë de la fille, avec une note d'horreur et de peur extrême. « Retournez dans votre bateau, vite, je vous expliquerai. Ne restez pas à bord, partez !» À cet instant, je perçus une étrange agitation sur tout le pont. Soudain, un curieux piaulement parut emplir l'air autour de moi. Il se leva pour se changer en un horrible couinement strident, en une cacophonie de sons. J'eus l'impression que des milliers de petits corps accouraient vers moi au sein des ténèbres. La voix de la jeune fille me parvint au même moment, criant quelque chose sur un ton absolument terrifié. Mais je n'entendis jamais ce qu'elle disait, car quelque chose tira sur mes pantalons. Un instant plus tard, des centaines de créatures se jetaient sur moi et me recouvraient, mordant et déchirant. Mon fusil ne m'était d'aucune utilité et je compris que si je voulais rester en vie, je devais à tout prix sauter par-dessus bord. Titubant et courant, je me précipitai follement vers le bastingage.
les rats grouillant autour de moi. De ma main libre, j'arrachais leurs grands corps cramponnés à moi et les écartais de mon visage. Ces hideux petits animaux étaient si nombreux qu'ils gênaient mes mouvements et pesaient sur moi comme un lourd fardeau. J'atteignis le bastingage et réussis, je ne sais trop comment, à l'enjamber, puis je tombais et plongeais dans l'eau glacée. Je restais sous l'eau à dessein aussi longtemps que je le pouvais. Les rats me laissèrent et remontèrent à la surface pour respirer. Je nageais avec peine. Bientôt, j'eus l'impression que ma tête allait éclater. Je remontai alors à la surface et découvris que j'étais débarrassé des rats. Je m'aperçus que je tenais toujours mon fusil dans ma main gauche et j'eus soin de ne pas le lâcher. Je continuai de nager et rejoignis mon canot. J'entendis la voix de la jeune fille me crier quelque chose, mais l'eau dans mes oreilles m'empêchait de comprendre ce qu'elle disait. « Êtes-vous sain et sauf ? Oh, répondez-moi, où êtes-vous » demandait la jeune fille. « Je n'ai rien, merci, tout va bien, » répondis-je en criant. « J'ai regagné mon canot. Je vais attendre le jour si vous ne courez aucun danger. » Elle m'assura que tout allait bien de son côté maintenant que j'étais arrivé, et qu'elle pourrait facilement tenir jusqu'au matin. Entre-temps, j'avais ôté mes vêtements mouillés et enfilé ceux de rechange que j'avais heureusement emportés, ce dont je me félicitais, comme on peut aisément le comprendre. Tandis que je me changeais, j'engageais la conversation avec la jeune fille. Je l'interrogeai au sujet de la nourriture. Elle me répondit qu'elle n'avait rien mangé depuis 3 jours et 3 nuits, mais qu'il lui restait encore de l'eau. Elle ajouta de ne pas essayer de la rejoindre avant la venue du jour. Je me rendrais alors parfaitement compte de la situation. Cependant, cette attente ne me satisfaisait pas du tout. Comme je finissais de m'habiller, j'eus soudain une idée. Je craquai une allumette et allumai la lampe de l'habitacle ainsi que le fanal du canot qui se trouvait dans le caisson du milieu. Puis, j'accrochai l'anneau de la lanterne à la pointe de ma gaffe et tendis celle-ci vers la dunette. Je réussis à poser la lanterne sur le pont. À présent, je voyais avec netteté la cabine des cartes. Un visage pâle mais très beau me regardait par la vitre de l'un des hublots. C'était Miss Doris Ward, et je lui fis des signes, agitant vers elle la gaffe du canot. Elle ouvrit le sabord et me demanda ce que je comptais faire. Je lui répondis qu'elle allait le savoir très vite. Je calai ensuite la gaffe dans la poignée de la lampe de l'habitacle et courus vers l'autre extrémité du canot. Je parvins à le rapprocher de l'épave, à la hauteur de la dunette. Je pris alors les planches garnissant le fond du canot et les posai en travers de l'embarcation, d'un plat-bord à l'autre, puis, prenant mon fusil et remplissant ma poche de cartouches, je montai sur cette plateforme provisoire et examinai l'épave. Un spectacle absolument extraordinaire et parfaitement horrible en vérité s'offrit à moi, car, à la lumière des lampes, je vis que le pont grouillait littéralement et était noir de rats. Leurs yeux brillants avec la lumière formaient une myriade de points lumineux, luisant d'un millier d'endroits à la fois, comme les rats détalaient en tous sens. Toute la partie inférieure de la cabine semblait formée de rats, et je pus voir qu'ils avaient sérieusement attaqué la charpente. Heureusement, il y avait un alliage d'acier au dos de la boiserie de teck. Un très petit nombre seulement avait pu s'introduire dans la cabine, et cela uniquement par la porte, comme je l'appris par la suite. Je jetai un coup d'œil vers le sabord, mais Miss Doris Ward n'y était pas. Comme je regardais, j'aperçus la lueur soudaine d'une allumette. Aussitôt après, retentit la forte détonation d'un coup de pistolet. Un instant plus tard, elle apparaissait au hublot et jetait dehors un rat énorme qui fut aussitôt recouvert par des centaines de ses congénères formant une mêlée confuse et sombre.
Je levai mon fusil de manière à ce qu'il soit pointé légèrement au-dessus du niveau du pont et fis feu des 2 canons, tirant sur cette cohorte de petits monstres qui se disputaient avec âpreté le cadavre. Beaucoup culbutèrent et moururent, et plus d'une douzaine, blessés, se sauvèrent en couinant. Mais, en un instant, tant les blessés que les morts étaient recouverts par la horde de rats vivants et littéralement mis en pièces. Je rechargeai rapidement mon arme et entrepris de tirer balle après balle, inlassablement et méthodiquement, visant les horribles bestioles. À chaque détonation sourde du fusil, ils gisaient sur le pont, morts et moribonds, et chaque fois, les rats indemnes sautaient sur les morts et les blessés, les déchiquetant et les dévorant pratiquement vivants. En l'espace de 10 minutes, j'en avais tué des centaines. Dans la demi-heure qui suivit, j'en exterminai au moins 1 millier. Mon fusil était presque porté au rouge. À présent, les morts commençaient à joncher le pont un peu partout, car la plupart de ces rats avaient été détruits, et les survivants avaient fui pour se cacher. Je fis des gestes vers Miss Dorisworth, et nous commençâmes à parler, tandis que l'acier de mon fusil se refroidissait. Elle me raconta comment elle avait combattu et repoussé ces monstres au cours des 4 derniers jours. Mais elle avait utilisé toutes ses bougies et avait été contrainte de rester dans le noir. De temps à autre, elle craquait une allumette. Il lui en restait plusieurs boîtes. Lorsque les bruits à la porte lui apprenaient qu'un rat avait réussi à ronger le bois du panneau et n'allait pas tarder à entrer. Alors, avec le revolver du capitaine, elle tirait sur l'animal, bouchait le trou avec un morceau de charbon et restait assise, immobile dans l'obscurité, attendant le prochain. Parfois, les rats réussissaient à s'introduire par d'autres orifices au-dessus des plaques d'acier. C'est ainsi qu'elle avait été cruellement mordue plusieurs fois, mais elle avait toujours réussi à tuer les rats et à boucher les trous. Une fois mon fusil refroidi, j'entrepris d'abattre systématiquement tous les rats en vue. Bientôt, j'avais exterminé et fait fuir les petits monstres des parties visibles du pont de Dunette. Alors, je sautai à bord de l'épave et fis le tour de la cabine avec la lanterne du canot et mon fusil. De toute façon, je surpris et abattis une vingtaine de rats qui se cachaient dans l'ombre. Après cela, je n'aperçus plus un seul rat nulle part. « Ils sont partis !» criai-je à Miss Dorisworth. Au même moment, je l'entendis déverrouiller la porte de la cabine de navigation et elle sortit sur le pont. Elle avait un air horriblement hagard et ne semblait pas très solide sur ses jambes. Pourtant, même ainsi, je pus voir à quel point elle était jolie. « Oh !» dit-elle. Elle tituba et se retint à la paroi de la cabine. Elle voulut ajouter quelque chose, mais je pensais qu'elle allait tomber et la pris par le bras pour la conduire dans le rouf. « Non !» chuchota-t-elle, le souffle court. « Non, pas là-dedans !» Alors, je l'aidai à s'asseoir sur le banc de quart et courus prendre dans le canot du brandy, de l'eau et de la nourriture. Bientôt, je vis la vie renaître en elle. Elle m'apprit plus tard qu'elle n'avait pas dormi depuis 4 nuits. À un moment, elle voulut me remercier, mais elle était trop épuisée pour parler. Seul son regard m'exprima toute sa gratitude. Ensuite, je l'emmenai à bord du canot. Une fois assuré qu'elle était à son aise et en sûreté, je la laissai là et arpentai le pont de l'épave jusqu'à la venue du jour. Se sentant en sécurité, elle dormit durant toute la nuit et une bonne partie de la journée. Lorsqu'elle se réveilla, je l'aidai à remonter à bord et elle insista pour préparer elle-même notre petit déjeuner. Il y avait un fourneau dans la cabine de navigation ainsi que du charbon. Je cassai l'une des cages à poules pour en faire du petit bois. Bientôt, nous buvions du café chaud et mangions des biscuits et de la viande en conserve. Ensuite,
nous sortîmes sur le pont pour nous promener et bavarder. Ce fut durant l'une de ces promenades que je lui appris le rôle joué par moi dans cette histoire, et elle me questionna avec avidité, voulant connaître les moindres détails. « Oh !» dit-elle enfin, en tendant ses deux mains vers moi. « Que Dieu vous bénisse !» Je pris ses mains et la regardai, avec un mélange étrange de gêne et de bonheur. Puis, elle dégagea doucement ses mains des miennes et nous recommençâmes à marcher de long en large. Bientôt, je l'obligeai à se reposer. Au début, elle refusa, déclarant qu'elle était trop heureuse pour s'asseoir et rester immobile, mais ensuite, elle fut heureuse de suivre mon conseil. Durant 4 jours et 4 nuits, nous attendîmes le Skylark. Les jours, nous les passions entièrement ensemble. La nuit, elle dormait dans la cabine de navigation, et moi, dans la petite coursive. À quelques pieds au-dessous de moi, j'entendais les coups de roulis et le bruit de l'eau clapotant dans les cabines du navire à demi immergé. De temps à autre, je me levais pour m'assurer que la lanterne brillait bien dans les haubans, afin que le Skylark ne passe pas près de nous dans l'obscurité sans nous voir. Au matin du 4e jour, après avoir pris notre petit déjeuner ensemble, avec le même bonheur, nous sortîmes pour faire notre promenade habituelle sur le pont. Le vent était toujours léger, mais j'aperçus au nord d'épais nuages, ce qui me rendit fort inquiet. Brusquement, Miss Doris Ward poussa un cri. Elle avait vu le bateau. Au même moment, je l'aperçus à mon tour. Nous nous tournâmes l'un vers l'autre et nous regardâmes. Pourtant, notre bonheur n'était pas complet. Il y avait une demi-interrogation dans le regard de la jeune fille. Soudain, je la pris dans mes bras et la serrai contre moi. 2 heures plus tard, nous étions en sûreté à bord du Skylark. Seule, la grande voile était hissée. Le vent soufflait du nord dans un grondement de tonnerre, et l'épave solitaire disparut rapidement au sein de gigantesques nuées d'embrun. L'Albatros, une nouvelle de William Hope Hudson, parue en juillet 1911. Dans cette nouvelle, les monstres évoqués par l'auteur sont relativement connus et familiers. Mais la mer, qui a joué un rôle très grand dans la vie de l'auteur, est omniprésente dans son œuvre. Pour lui, elle est génératrice d'épouvante. Des choses se tapissent dans les algues, au centre de cette mer qui abrite tant de terreurs. Pour William Hope Hudson, le marin est le héros exemplaire. Il est seul, perdu au milieu des éléments déchaînés ou soudain trop silencieux, trop calme, alors que, tout autour, la mer grouille de présences innommables. La mer est l'inconnu, la grande créatrice de terreurs et d'angoisses. L'homme y est mis en présence de monstrueuses aberrations et d'entités surgies des abîmes. La mer porte encore ce qui ne devrait pas être. Elle devient un autre univers, frémissant d'abominations indicibles. De telles obsessions rapprochent Hudson et Lovecraft, lui aussi hanté par les créatures venues de la mer. À bientôt.